Alors, donc je vais commencer peut-être par une petite introduction pour recontextualiser un peu les Amazones antiques. Je vais le faire très rapidement comme on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais juste pour donner les points principaux en fait qui vont être très importants dans la réception dont je vais parler. Donc en gros les Amazones, il y a trois choses qui sont vraiment fondamentales à leur sujet. Premièrement, c'est des guerrières, donc ça c'est un des points primordiaux du mythe. Deuxièmement, elles vivent en non-mixité. Donc ça aussi c'est un autre point qui va être très important et qui va susciter beaucoup de discussions aujourd'hui à leur sujet. Et en plus de ça, elles ont un rapport un peu transgressif par rapport à la féminité, puisqu'elles ne correspondent pas du tout à ce que les Grecs associaient aux femmes. Et elles prennent donc un contre-pied et c'est ce que les Grecs utilisent le terme d'Andrea pour parler des Amazones, donc ce qu'on pourrait traduire par virilité, qui est malheureusement un terme qui a qui a un background très important, mais qui, en tout cas, elles ont des caractéristiques entre guillemets masculines à l'intérieur d'elles qui leur permettent d'avoir cette capacité de combat et ces qualités de guerrière. Donc le mythe, il n'a pas du tout cessé d'être interrogé pendant toutes les périodes de l'histoire. Donc de l'Antiquité à aujourd'hui, c'est un mythe qui a toujours existé et qui a toujours été interrogé. Et il est particulièrement important à partir de la fin du 19e siècle et au 20e siècle, où le mythe va s'enrichir d'une portée politique. Les Amazones deviennent à ce moment-là un symbole du lesbianisme. Nous allons étudier la manière dont le mythe s'est transformé et comment est-ce que il est devenu aujourd'hui un quasi synonyme du lesbianisme, c'est-à-dire que dès qu'on ouvre n'importe quel ouvrage qui traite des questions de lesbianisme, on va tomber sur le terme Amazone. Donc comment est-ce que ce lien s'est fait alors que les Amazones dans l'Antiquité sont censées, pour les auteurs grecs, n'avoir eu que des relations avec des hommes et uniquement à des buts reproductifs. Donc pour ça, je vais passer par différentes... Je vais vous parler en fait de villes, je vais m'arrêter sur des villes et des pays. Donc je vais parler des États-Unis, de la France, de Berlin, d'Amsterdam et de Montréal, où je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça s'est formé autour de ça. Donc cette réception des Amazones donne également naissance à de nouvelles représentations du féminin et de la féminité. Et ça va nourrir la construction d'un érotisme lesbien qu'on va un petit peu analyser dans les images que je vais vous montrer d'artistes lesbiennes. Je voulais juste vous montrer une image antique, donc sur un vase où on voit une Amazone. C'est un vase qui est assez unique, parce que là on la voit pas combattre, mais on la voit elle vient d'aller sur la tombe d'une de ses sœurs morte au combat. Et donc elle a le visage un peu baissé en signe de tristesse, de deuil, et elle tient donc dans la main un des éléments importants de l'Amazone qui est la hache, mais ici pas à double tranchant, à un seul tranchant, ce qui s'appelle la sagaris. Et elle a son arc et son carquois. Et donc son cheval évidemment, donc vraiment les éléments importants. Et là elle est représentée à l'oriental avec le fameux pantalon entre guillemets perse ou scythe et le maillot à manches longues. Et il y a aussi un mélange avec le chiton qui apparaît, qui est ça un élément, l'espèce de robe qu'elle a qui est un élément grec. Donc il y a un mélange entre deux vêtements, mais quand même plutôt un vêtement oriental. Donc aux États-Unis, j'ai d'abord essayé de chercher pourquoi est-ce que les Amazones deviennent très importantes à partir des années 60, 1960. Parce qu'il y a vraiment une réception très forte à partir du début du XXe siècle, donc quasiment de manière internationale dans le monde occidental en fait, autour de ces Amazones. Donc pour moi, il y a plusieurs choses qui peuvent motiver cette réception. La première, c'est qu'il va y avoir beaucoup de productions qui vont utiliser les Amazones, et notamment une pièce de théâtre qui s'appelle The Warrior's Husband, qui est avec Katharine Hepburn, et qui va être en 1932 un énorme succès aux États-Unis, et qui va donc remettre cette question des Amazones dans la culture populaire. Et il y a aussi Wonder Woman. Je voulais refaire le lien parce qu'on a aussi la figure de Wonder Woman donc au milieu des années, au milieu du XXe siècle, qui va devenir très importante et qui va aussi faire revivre une figure d'Amazon comme on a vu assez ambiguë. Donc ces choses-là, ça va donc faire vivre ce mythe à cette période-là aux États-Unis, et ça va notamment être repris énormément à partir des années 60 dans ce qu'on va appeler le mouvement lesbien séparatiste. Donc dans les années 60, c'est un moment où il va y avoir une sorte de basculement dans les luttes féministes et lesbiennes, puisqu'on va avoir une mise en place d'une politisation du lesbianisme. Le lesbianisme ne va plus devenir juste une sexualité, mais va devenir un engagement politique en fait contre le patriarcat. Et pour ça, les lesbiennes vont s'armer de certains outils, et notamment du mythe des Amazones, pour créer ce mouvement-là.
Donc le mouvement séparatiste, au début des années 70, c'est un mouvement, je vais vous faire un petit peu les grandes lignes de ce mouvement. C'est un mouvement qui va, donc comme son nom l'indique, séparatiste, il va se séparer de plusieurs choses et de plusieurs personnes. D'abord, il va se séparer du féminisme et des femmes hétérosexuelles. C'est-à-dire que les lesbiennes estiment que leur importance, enfin, comme elles ont beaucoup combattu dans les mouvements féministes, que ces mouvements-là ne laissent pas assez de place à leur lutte à elles, et qu'elles luttent beaucoup pour des choses qui ne les concernent pas directement, comme l'avortement, comme la contraception. Et du coup, elles vont décider de se focaliser sur leur lutte propre en créant un mouvement lesbien et non plus féministe. Et d'un autre côté, elles vont aussi se séparer des hommes tout court, en fait. Elles vont décider de créer des communautés en non-mixité. Parce que elles donnent, en continuant de vivre avec des hommes, elles leur donnent de l'énergie, que ce soit par le travail, les tâches ménagères, que ce soit par le fait de faire du care, que n'importe quelle interaction, l'amitié par exemple, que c'est aussi une forme d'énergie qu'on va donner à quelqu'un. Et donc elles décident d'arrêter de donner cette énergie aux hommes pour la concentrer en fait sur les femmes et sur leur lutte à elles en tant que lesbiennes. Donc ça va prendre plusieurs formes, ça va prendre la forme de communautés, donc parfois qui vont être installées en ville, dans des immeubles dans lesquels elles vont vivre en non-mixité, voire même jusqu'à la campagne où elles vont créer ce qu'on appelle les lesbian land, qui sont des espaces en communauté lesbienne en fait, mais vraiment là dans une volonté de séparation encore plus forte vu qu'on s'éloigne de la ville et que donc il y a moins de monde. Il y a aussi toute une discussion autour de la question du langage qui va être à cette époque-là importante, où on va arrêter de parler de woman, parce que dans woman il y a man, et du coup on va transformer ce terme en utilisant woman avec un Y ou un I, donc qui va permettre de séparer aussi le terme même de femme de l'homme en fait. Donc ces mouvements séparatistes, ils vont utiliser énormément l'image des Amazones, et notamment là je vous montre une affiche, donc ça c'est un autre type d'espace en non-mixité qui va se créer, qui va être les festivals. Il va y avoir énormément de festivals aux États-Unis, et notamment celui du Michigan qui est très célèbre, qui va être en non-mixité, et dans lequel il va y avoir énormément de femmes, et notamment des Montréalaises qui vont faire la navette en fait tous les ans pour aller à ce festival-là. Donc on va avoir des liens, en fait, des échanges autour de ce festival. Et donc là, c'est donc une affiche de ce festival de 1974 où on voit donc une Amazone à cheval avec derrière une lesbienne contemporaine habillée vraiment des habits de ces années-là, des 75. Et dans le ciel, on voit In Celebration of Amazons, et à la place des étoiles, c'est des labris. Donc le labris qui est le symbole, la double H, qui est le symbole des Amazones, et qui va devenir aussi un symbole de la politisation du lesbianisme dans tout le mouvement lesbien de cette époque. Donc ce qui est très intéressant dans cette image, c'est que l'Amazone est une Amazone antique, on la reconnaît bien avec exactement les vêtements qu'on a vus tout à l'heure sur le vase, mais elle est associée à une lesbienne contemporaine. Donc c'est une manière de mettre le mouvement lesbien contemporain derrière, sous le signe en fait des Amazones, et faire un lien comme ça très fort entre ces deux choses. Une autre chose intéressante, c'est qu'aux États-Unis, le terme Amazone, ça désigne même une catégorie de lesbiennes. Donc on a une catégorie de lesbiennes qui est nommée Amazone, qui va être des lesbiennes musclées, grandes et sportives. Donc c'est vraiment une catégorie à part dont on utilise vraiment le terme. Donc ce mouvement, il utilise beaucoup cette image, il va créer énormément de revues par exemple autour de ces questions-là de non-mixité, de discussions autour du séparatisme, de tout ce mouvement qui va être très important. Et il va y avoir aussi des artistes qui vont participer à ça, et notamment Lisa Cowan qui, elle, va créer une revue séparatiste qui s'appelle Dyke Quarterly, et qui va aussi, plus tard, en 2012, ça c'est des œuvres un peu plus récentes, faire toute une série de cartes postales avec des Amazones antiques qu'elle va récupérer et qu'elle va transformer en fait pour donner un message de guerre écologique en fait, enfin de lutte en tout cas pour l'écologie. Donc cette image elle est très intéressante parce qu'on voit qu'elle réinsère de l'Antiquité dans une production qu'elle va transformer et déformer, puisqu'elle va coloriser en fait ces Amazones qui évidemment n'ont pas du tout ces couleurs-là sur les vases. Et donc ça c'est vraiment des vases que j'ai pu identifier, qui sont dans mon corpus de mémoire, elle va vraiment reprendre et puis redessiner sur ces cartes postales. Donc ça c'est très intéressant puisqu'elle dit donc Amazone allons-y.
Donc qu'est-ce qu'elle veut dire derrière ça? Amazon, c'est évidemment toutes les femmes et toutes les lesbiennes qui se revendiquent de ce mythe. Allons-y, c'est à nous de faire un combat aujourd'hui pour sauver la planète. Donc une réactualisation de la lutte vers quelque chose de lié à l'écologie. Donc là, c'est Amazon Quarterly. C'est aussi une revue il y a énormément de revues qui s'appellent Amazon aux États-Unis à ce moment-là et qui vont être toutes des revues séparatistes. Donc toujours pour femmes seulement, pour lesbiennes seulement, avec que des artistes lesbiennes dans lesquelles, enfin que des écrivaines lesbiennes, etc. qui vont parler dans ces revues. Là, je vous montre des images qui sont issues d'un film, un film de Barbara Ehmer qui s'appelle Super Dyke, qui est vraiment fascinant pour la question de la réception des Amazones, dans lequel on va avoir une troupe de lesbiennes de San Francisco qui vont prendre des boucliers. On voit là sur la gauche un bouclier avec écrit Amazon dessus. Et elles vont avoir des t-shirts avec écrit Super Dyke, donc Super Gwyn, notre traduction en français. Et elles vont aller dans tout San Francisco pour récupérer en fait la ville et pour se la réapproprier et pour mettre leur désir dans l'espace public et pour montrer qu'elles sont dans une démarche en fait guerrière pour récupérer leur identité et que leur identité ait de la visibilité dans la ville. On voit même donc un passage où elles sont avec leurs arcs et leurs flèches, donc là on reprend complètement l'image des Amazones antiques, où elles sont là en train de... Il n'y a pas d'ennemis en fait, il n'y a pas d'ennemis en face, mais elles sont en train de reprendre la ville avec quelque chose d'un peu furtif. Voilà, c'est donc un discours qui montre bien que le lesbianisme à ce moment-là prend vraiment une dimension politique très forte et va vraiment réutiliser les Amazones pour aussi montrer qu'elles ne sont pas les premières femmes à avoir voulu vivre en non-mixité et se séparer des hommes, parce que du coup elles ont besoin de se trouver des racines, et les Amazones constituent vraiment un mythe très important pour pouvoir montrer qu'elles ne sont pas les premières à essayer ça. Pour finir sur les États-Unis, je voulais vous montrer cette artiste qui s'appelle Noreen Scully, qui va faire des images d'Amazon, et notamment des affiches qu'elle vend, qu'on retrouve en fait dans une revue pareille lesbienne de cette époque qui s'appelle Lesbian Connection, et qui produit ce genre d'œuvres, donc qui sont pour moi très intéressantes, puisqu'en fait il y a à la fois quelque chose de très hétéronormatif avec des corps qui sont hyper sexualisés, très fins, avec des formes assez marquées, etc., des corps complètement, quasiment nus, etc. Donc du coup là on est face à ce côté un peu aussi masculin, du fantasme masculin de la domination, mais d'un autre côté on a des femmes qui sont des chasseuses, qui ont avec leurs cheveux en bataille un côté un peu gorgone, et on est dans un contexte de nature complètement, et donc avec le côté sauvage qui va beaucoup apparaître dans l'érotisme lesbien au niveau des Amazones. On va beaucoup retrouver, le lien avec la nature va être très très important. Je passe à Paris, et donc je vais reparler d'une figure dont on a déjà discuté ce matin, parce que à Paris, comment est-ce qu'on fait la transition entre donc les Amazones, la réception des Amazones et le lesbianisme? Ça va être autour de deux choses. La première, c'est la figure de Nathalie Clifford Barnet, qui va donc, dont on a bien parlé, donc je ne vais pas revenir énormément dessus. Mais donc là, on la voit en costume d'Amazone, et là, dans la peinture de Roman Brooks qu'on a déjà vue ce matin. Et donc cette personne donc, est ouvertement lesbienne, c'est la première à s'afficher en tant que lesbienne à Paris, et va donc avoir son salon où va se réunir énormément de lesbiennes de cette époque-là. Et donc, comme elle va avoir ce surnom de l'Amazone, il est complètement évident qu'en fait, le fait qu'elle soit la première lesbienne visible à Paris à ce moment-là, le terme Amazone va vraiment prendre un lien très fort avec le lesbianisme à ce moment-là, autour de cette figure-là qui va cristalliser un peu cette réception. En plus de ça, donc il va y avoir évidemment l'influence des États-Unis en fait, avec le mouvement séparatiste qui va commencer à apparaître en France et à Paris dans ces années-là, et qui va faire des émules. Alors en France, ça ne s'appellera pas le séparatisme, parce que c'est un terme qui pose problème pour des questions de lutte en France séparatiste en fait, des Corses par exemple et des Bretons, donc ça n'a rien à voir, qui veulent... Donc du coup, elles ne peuvent pas reprendre ce terme-là, donc elles parlent de lesbianisme radical. Et donc ça va être un mouvement qui va réceptionner 10 ans plus tard, puisqu'on est dans les années 80, ce lesbianisme séparatiste des États-Unis d'une manière spécifique à la France. Donc notamment, il va y avoir la création d'un front des lesbiennes radicales qui va être créé en 81 et qui va être actif pendant très peu de temps, pendant 2 ans, où elles vont énormément réfléchir à la question
justement du séparatisme, de la question du masculin, de comment est-ce qu'on fait quand on a des enfants qui sont des garçons, est-ce qu'on doit les emmener dans des endroits non mixtes. Enfin, il y a énormément de discussions où du coup tout d'un coup revient le mythe des Amazones, où on dit ouais mais les Amazones elles tuaient leurs enfants mâles, du coup est-ce que nous on n'avorterait pas si on a des garçons. Donc il y a vraiment une discussion qui va être poussée très loin dans la question de la non-mixité, de comment est-ce qu'on s'arrange aujourd'hui avec ça, vu comment les Amazones faisaient et comment nous on va faire. Et donc un des symptômes de ce moment-là, c'est qu'on va avoir donc la couverture d'un des recueils dans lequel il va y avoir tous les textes qu'elles vont produire pendant une conférence sur ces questions de lesbianisme radical, où on voit une Amazone avec donc le sein découvert et l'arc. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on n'a même pas le nom Amazone. On a juste cette image qui est très schématique, on n'a presque rien. Et en fait, tout de suite, on sait que c'est une Amazone. Donc ça veut dire qu'à cette période-là, le mythe est tellement important qu'on a besoin de 2 éléments, un arc, un sein, on sait que c'est des Amazones. Donc c'est pour dire un peu et elles sont absolument partout dans ces mouvements-là. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des artistes qui vont accompagner ce mouvement en France et qui vont être très importantes pour la manière de penser le fantasme de l'Amazone. Là, j'avais oublié que je voulais vous montrer ça. Donc une manifestation à Paris qui donc prend pour titre mobilisation générale contre tous les hommes. Donc ça, c'est vraiment dans ce moment du lesbianisme radical. On voit le labyrinthe qui apparaît en haut, donc la double H qui renvoie aux Amazones. Et donc avec la symbolique guerrière, évidemment, qui est complètement issue du mythe. Donc je vais vous parler de 2 artistes très importantes pour ce mouvement-là, qui vont créer des images d'Amazone et qui vont permettre de faire naître une féminité transgressive, différente, et aussi surtout érotisée, mais pas du tout sur le modèle hétéropatriarcal. Donc là, on va avoir Léna Vendré, qui est une artiste allemande, mais qui a été exilée en France très jeune et qui va y passer toute sa vie, qui fait, dans les années 70, toute une série, un cycle très 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 important, vraiment. On a presque une centaine de tableaux de ce cycle-là, sur ce qu'on va appeler ces Amazones matiéristes, qui sont donc des personnages d'Amazone. Et elle dit que, comme l'histoire a été écrite uniquement par des hommes, on n'a pas du tout l'image réelle des Amazones, donc on va tout réécrire. Et elle estime avoir une influence supérieure qui vient lui transmettre en fait qu'est-ce que c'était les Amazones avant que les hommes s'en emparent comme image. Donc on va avoir le droit à ce type de représentation. C'est des œuvres qui sont vraiment des œuvres en relief, qui sont des œuvres qui sont faites à base de cire, dans laquelle elle va utiliser plein d'éléments végétaux. Elle va utiliser des morceaux d'arbres, elle va utiliser des feuilles, elle va utiliser des os, elle va utiliser des carcasses d'animaux qu'elle va vraiment réintégrer dans ces images. Donc il y a un rapport très 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 fort à la nature et aussi à son propre corps, puisqu'elle va utiliser des poils, des cheveux qu'elle va utiliser dans ses tableaux. Donc là on a 2 personnages qui sont très très androgynes, qui sont assez primitifs, avec cette image de l'imaginaire primitif qu'on a dans nos sociétés occidentales, et qui vont du coup être érotisés, puisqu'on a un geste physique entre les 2 personnages qui va vers le pubis de l'une. Et donc on a cette question de l'érotisme, et en même temps on reste dans quelque chose de guerrier avec des objets tranchants présents un peu partout sur la toile. La deuxième artiste que je voulais vous montrer, c'est Michel Larouille, un peu plus tardivement, qui va faire aussi des images d'Amazone, et notamment cette gravure qui, je trouve, ressemble beaucoup à ce qu'on a vu chez Léna Vendré dans la massivité des corps. Les corps sont massifs, les corps ne sont plus des corps fragiles, les corps sont des corps de femmes fortes, qui sont musclés et qui sont plus du tout hypersexualisés comme on l'a vu dans les présentations précédentes, notamment avec Wonder Woman. On n'a plus aucun rapport là dans ces images-là. Et donc là, Michel Larouille, elle part d'une écorce qu'elle a trouvée, qu'on voit dans le dos là de l'Amazone, et en fait elle crée un personnage à partir de cette écorce. Donc on est encore une fois dans quelque chose d'extrêmement physique, de lié à la nature, mais une nature qui est vraiment palpable, qui n'est pas seulement fantasmée et imaginée. Et on va avoir la naissance de ce personnage aux cheveux courts, avec un sein abîmé, un petit peu comme si une cicatrice sur son sein droit, ou qui va renvoyer un peu à cette question du sein dans l'Antiquité. Donc voilà, des personnages qui incarnent une force assez importante, avec des corps très androgynes, même si c'est toujours des corps féminins, et qui jouent sur la notion du sauvage et du primitivisme.
j'en suis plus du tout là, j'ai bien avancé. Tac. Donc oui, maintenant je vais vous parler de Berlin pour voir un peu ce qui se passe en Europe. Et en fait, on va voir qu'il se passe un peu la même chose partout en Europe. Et notamment donc à Berlin. Berlin, c'est un peu spécifique parce que Berlin, c'est carrément une ville d'Amazones. En gros, il y a des Amazones partout à Berlin. Et il y a des sculptures qui sont vraiment éparpillées dans toute la ville, que ce soit sur la devanture des musées, dans les jardins publics. Et du coup, les lesbiennes dans les années 80 vont réutiliser ces sculptures pour porter pour aussi, comme on le faisait avec Barbara Emmer dans San Francisco, pour revenir dans la ville et montrer leur identité là, à l'intérieur du paysage où tout le monde passe. Donc là, je vous montre une sculpture qui est dans le Tiergarten. C'est une affiche pour la semaine lesbienne de Berlin, où on a donc cette sculpture avec des lesbiennes, un groupe de lesbiennes en bas, qui portent donc le double symbole féminin qui est donc le signe des lesbiennes. Et sur l'écriteau, il y a écrit, genre, je suis vraiment désolée pour mon allemand, parce que ça va être vraiment catastrophique, mais donc Lebenslust ist Widerstand, vraiment, voilà. Et en fait, il y a un jeu de mots, parce qu'elles ont intercalé un S entre le et et la suite. Et en fait, du coup, ça peut avoir deux lectures, soit le désir de la joie de vivre est une résistance, et si on intercale le S, c'est le désir lesbien est une résistance. Donc on a un double discours et en même temps une manifestation extrêmement politique qui va utiliser l'espace public et qui va utiliser aussi ce mythe des Amazones, qui va toujours renvoyer en fait à cette question-là. Et évidemment, c'est encore une fois dans une verve séparatiste, parce que la semaine lesbienne est aussi une semaine en non-mixité, comme les autres événements dont je vous ai parlé. Pour parler d'une artiste berlinoise, ça c'est une affiche pareille que j'ai trouvée aux archives lesbiennes de Berlin, sur laquelle on voit une Amazone avec son labris, là on voit vraiment sa double hache, elle est en train de chasser, elle est avec son cheval, mais elle a un côté sorcière, et c'est une hybridation qu'on retrouve couramment aussi dans le monde lesbien, l'hybridation sorcière amazone, où on la voit avec le serpent, on la voit avec cette espèce de bouc qui est aussi un animal assez sacré dans l'imaginaire collectif, et elle a ce corps émacié, ce corps qui n'est pas du tout non plus une féminité classique, qui est une féminité assez transgressive, et qui correspond plus du tout à des canons normés, mais qui va aussi être une forme d'érotisation de fantasme de la puissance féminine, une forme en fait de puissance féminine qu'on peut voir ici. Je trouve que cette image elle est très très forte aussi en termes de symbole. Un petit tour par Amsterdam, très rapidement, où on voit qu'Amsterdam c'est pareil, comme un peu partout. On a carrément un centre de femmes qui s'appelle Amazone, et qui va être un centre très important dans lequel vont se retrouver des femmes. C'est un centre en non-mixité. On va avoir des expositions, des rencontres, des ateliers, énormément de choses. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de communauté. Avec ce logo là qui est intéressant, avec le symbole féminin qui réapparaît sur le haut de Amazone. Et puis cette image que je trouve assez parlante avec la femme emmurée dans le symbole masculin et avec sa maison, donc qui est vraiment qui montre l'enfermement patriarcal dont elles sont sujettes. Donc c'est pour montrer un peu que partout où on se déplace, on a des images d'Amazone, on a le terme Amazone qui va revenir tout le temps dans la politisation du lesbianisme et du féminisme, mais quand même beaucoup plus du lesbianisme. Oui, je vais conclure sur Montréal alors. Du coup, à Montréal, on a aussi exactement la même chose qui va s'opérer. Et Montréal, il va y avoir une double influence entre les États-Unis, avec le Festival du Michigan qui va être une grande passerelle en fait pour le lesbianisme séparatiste des États-Unis, et Paris aussi, où il va y avoir des liens, et notamment avec Monique Wittig, qui va avoir une réception ici, grâce à une revue qui s'appelle Amazone d'hier, lesbienne d'aujourd'hui, qui est une revue pour lesbiennes seulement, et qui va naître dans les années 80, au tout début, qui va naître en fait d'une vidéo qui a été réalisée entre 79 et 81, dans laquelle toute la première partie est une partie qui est entièrement consacrée à la réception du mythe des Amazones par des lesbiennes, et donc comment est-ce qu'on va s'imprégner de ce mythe-là en coupant en fait tout ce que le patriarcat a pu greffer dessus qui ne correspond pas à l'image. Donc là, on voit une gravure de Franz Xaver Sim qui a été utilisée avec l'ajout de la télé pour parler de cette vidéo. Et il y a eu aussi une manifestation en 83 avec une bannière sur laquelle il y a écrit Amazone en haut à gauche, et le premier rang porte des boucliers d'Amazone.
des femmes avec des boucliers d'Amazon qui jouent avec ce symbole en fait de la visibilité et invisibilisation. Elle est là, cette bannière, donc ça c'est aux archives lesbiennes de Montréal où j'ai retrouvé la bannière, et il y a écrit Anandrine, ça veut dire les femmes sans hommes. On reprend le terme grec, donc on revient encore sur les questions grecques. Et pour finir, je voulais vous montrer cette image poétique qui est issue d'une revue qui s'appelle L'Évidente lesbienne, qui est une revue très intéressante de création lesbienne, et qui montre donc une image fantasmée de qu'est-ce que c'est que le cercle des Amazones, où on a 4 personnages assises autour d'un feu, avec leurs animaux totems. Elles ont chacune leur animal qui les accompagne. Et donc, je parlais de cette question de la nature, très importante. Là, on la retrouve très forte dans toutes les images qu'on a vues d'artistes. La nature est très très présente avec les Amazones. Là, il n'y a pas d'érotisation dans cette image-là, mais dans les autres qu'on a vues, il y a cette érotisation qui a vraiment une transgression, qui montre vraiment une transgression de la féminité. Et donc les Amazones comme un socle en fait pour les lesbiennes, pour pouvoir penser cette communauté en non-mixité, pour pouvoir penser le lesbianisme politique tout au long des années 70 à 90. Je vous remercie.